Bonjour, je m'appelle Francisco Luciano et en 2016 et 2017, j'ai dirigé un groupe de travail de Shift qui a travaillé sur la mobilité périurbaine. Et suite à ce travail, là, j'ai participé là, aux Assises. Aujourd'hui, nous avons souhaité organiser là, une petite table ronde pour faire un bilan des Assises. Et nous avons avec nous, je ne sais pas si on a là des... On peut faire avancer là, les slides. Nous avons avec nous là, Anne Mayer, qui est la directrice des affaires économiques et techniques de l'Union des transports publics et ferroviaires, j'ai bien dit, UTP. Et aussi Jean-Baptiste Gernet, qui a participé très activement aux Assises, parce qu'il était président d'un groupe de travail, qui est adjoint au maire de Strasbourg, en charge des mobilités actives et partagées aussi, Jean-Baptiste, et partagées. Voilà, tout ce qui est nouvelle mobilité. Et moi, je me suis déjà présenté. Je suis Francisco Luciano du bureau d'études CITEC, mais aujourd'hui, je suis là en tant que directeur du groupe de travail de Shift. Deux mots sur les Assises, parce qu'il n'y a pas tout le monde là qui est au courant de quoi il s'agissait. Les Assises avaient pour objectif d'identifier les besoins et les attentes prioritaires, je suis en train de citer pour ne pas me tromper, de tous les citoyens autour de la mobilité, en accordant une attention particulière au transport de la vie quotidienne aux zones rurales et périurbaines. Donc vous voyez déjà qu'il y avait là une certaine orientation qui a été donnée de s'occuper surtout de la mobilité quotidienne. L'objectif de cette consultation, grande consultation, était de préparer la future loi d'orientation des mobilités, la LOM, comme on l'appelle dans le jargon. Alors, comment est-ce que les assises ont été organisées? Très, très vite, et on a mis en place plusieurs modes d'expression, de participation. D'une part, les ateliers territoriaux. Donc là, c'était des réunions publiques un peu partout en France. Et puis, 6 ateliers thématiques. Et autour d'une approche, tous les ateliers s'appelaient, je ne sais pas si nous les avons mis, mais bon, pour une mobilité plus propre, pour une mobilité plus connectée, pour une mobilité plus solidaire, etc. etc. Et nous avons ici avec nous Olivier Paul Dubaten, qui a participé à l'atelier pour une mobilité plus propre, et Marie Chéron, qui doit être là quelque part, qui a participé aussi au même atelier. C'était le seul, Marie, où tu as... Ah oui. Et Anne a participé à l'atelier mobilité plus connectée, aussi mobilité plus intermodale. Voilà. Et après, il y avait un parallèle, les ateliers dits de l'innovation, et c'est là où c'était plus autour, là, je ne sais pas si on peut dire ça, d'un mode, il y avait là un sur le covoiturage, il y avait un sur les mobilités actives, et c'est justement cet atelier-là qui a été présidé par Jean-Baptiste. Et il y avait quoi d'autre? Le comité d'orientation des infrastructures. Ça, c'était un cercle là très exclusif avec des parlementaires et des élus. Et c'est les gens qui parlaient du financement de tout ça. Donc, voilà, une instance plutôt importante. Et donc, maintenant que nous avons présenté là, très vite là, les assises, j'allais oublier, il y avait évidemment là, un site web qui était accessible à toutes et à tous. Là, il y a pas mal de gens qui se sont exprimés et les commentaires étaient vraiment très, très intéressants. Aujourd'hui, j'ai proposé à nos invités d'organiser notre bilan là, des assises autour de 2 questions. La première qu'ont révélé les discussions lors des assises de notre compréhension, quand je dis notre compréhension collective, nous en France, du sujet de la mobilité. Alors, quelle est la compréhension actuelle qu'on peut avoir du sujet de comment est-ce qu'on encadre les choses, comment est-ce qu'on conceptualise les choses? Et la deuxième question, quels devraient être, à votre avis, les changements d'orientation à acter dans la nouvelle loi d'orientation de mobilité? Voilà les deux questions autour desquelles on va organiser un peu là ça c'était là l'objectif. La première question. Là, je commence par qui? Je commence par Anne. Donc, si tu peux nous donner là, ta vision là, de ce que les assises ont révélé sur la compréhension actuelle de la mobilité. Alors, je pense qu'il y avait un petit biais dans la présentation des assises. Tu l'as évoqué, et c'est vrai que aussi bien dans le discours du Premier ministre le jour du lancement que
je dirais, dans les différents travaux des assises, puisque nous, à l'UTP, on était présents dans les 6 ateliers thématiques et on a aussi participé à un certain nombre d'ateliers de l'innovation. Il y avait, bon, ça satisfera Nicolas, on est parti des besoins. Hein. Les besoins à satisfaire, les gens doivent se déplacer. Mais à l'heure actuelle, on a aussi énormément d'inégalités. Un chiffre est sorti en permanence de ces assises, c'est 25% des Français ont dû refuser un emploi pour des raisons de transport. Donc vraiment, on avait déjà un prisme très très fort. Grosso modo aussi, il faut 1 heure de transport par jour. Donc on a aussi là une inégalité, puisque c'est sur une moyenne, sachant qu'il y a des gens qui vont faire beaucoup plus. L'autre élément, c'était les territoires. Alors, je sais bien qu'à l'UTP, nous avons une appellation qui est transport public urbain, puisque nous fédérons les opérateurs de transport public urbain. Nous fédérons aussi les opérateurs de transport ferroviaire, régionaux et internationaux. Mais le prisme, tu l'as dit, c'était mobilité quotidienne. Mais tout de suite, un chiffre est apparu également. 80% du territoire français n'est pas couvert par une autorité organisatrice de la mobilité. J'ai fait le calcul de l'autre côté, parce qu'il y a toujours, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. 80% du territoire, effectivement. Mais quand on regarde les agglomérations, les villes qui sont en charge de la mobilité en France, au niveau urbain, on couvre quand même 70% de la population. Donc il en reste 30, effectivement. Dans ces 80% de territoires, on a aussi des territoires à l'heure actuelle qui ne sont même pas habités. Donc je pense que l'analyse la plus bonne serait de prendre effectivement les territoires habités et on aurait largement un pourcentage en baisse. Mais simplement pour vous dire qu'il y avait déjà des prismes d'entrée dans l'approche de la mobilité telle qu'elle paraissait. Le dernier qui nous a fait un peu mal, nous, à l'UTP, c'était les transports publics ne sont pas adaptés. À l'heure actuelle, ce qu'il faut, la demande, elle porte sur la satisfaction du besoin en porte-à-porte. Et donc là, il faut innover. Donc à partir de ça, se sont réunis effectivement un certain nombre d'experts, en grand nombre, puisque grosso modo, dans chacun des ateliers thématiques, on était une trentaine d'experts autour de la table. Et c'était, allons-y, proposer des mesures. Mais ne remettez jamais en cause les éléments d'entrée du problème. Et je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas eu la possibilité éventuellement de réinterroger. Et malheureusement, dans les résultats des assises, il y a un certain nombre de réponses qui vont totalement dans le sens de la satisfaction de la commande, si je puis dire. Nous avons aussi été présents dans l'atelier mobilité propre. Il nous semble quand même qu'à un moment, le transport public est un moyen de... Quand les bus sont pleins, je l'avoue aussi qu'on a encore des efforts, il y a encore des marges de manœuvre à faire en termes d'occupation des véhicules de transport public en dehors des heures de pointe. Ça n'a même pas été évoqué. Il a fallu qu'on se batte avec le GART pour qu'il y ait dans le rapport final une page sur les transports publics dans la mobilité propre. La mobilité propre, on a parlé de la voiture. On n'a pas parlé des transports publics. Donc il est quand même dommage qu'il y ait eu un prisme relativement important dans l'approche des mobilités. Bon, on a réussi à faire passer un certain nombre de choses, mais il y a quand même un oubli quelque part, où déjà, regardez la presse, le discours Libé hier a sorti un article spécial Grand Paris. Dans les titres, il n'y a jamais transport public. D'office, ça va être la voiture, partage des couloirs à bus, le covoiturage. Donc on a déjà, dans l'introduction quelque part des assises, une très forte interrogation sur le résultat auquel on veut aboutir. Jean-Baptiste, même question. Alors sur le vélo et les mobilités actives, on était un peu plus on n'a pas eu de, on était plus en adéquation avec les postulats de départ qu'il y a eu de la part du gouvernement et sur les assises de la mobilité. Le premier, c'était de privilégier en fait les transports du quotidien. Et après, dans les différentes thématiques,
je me suis jamais résolu à apprendre par cœur, mais plus soutenable, plus propre, plus solidaire, plus connecté, etc. À chaque fois, le vélo pouvait avoir une réponse, pouvait être concerné. Donc c'était un bon point de départ. Il y avait aussi la volonté de remettre à plat un peu tous les engagements financiers qui avaient été pris au fil du temps sur des grandes infrastructures dont les financements pouvaient pas forcément être honorés, ce qui posait un défi par contre pour après trouver de l'argent pour le vélo, parce que quand on doit déjà économiser, c'est déjà un défi. Mais il y avait quand même ce postulat de départ-là, et ce qu'on dit souvent dans le monde des mobilités actives et du vélo, sans opposer pour autant les modes de transport entre eux, et surtout pas le vélo avec les transports publics, mais c'est que pour un territoire, faire une bonne politique de transport en commun, c'est 250 € par an et par habitant, comme ratio à peu près. Pour le vélo, une très bonne politique vélo, c'est 25 € par an et par habitant. Quand je dis une très bonne politique vélo, c'est que même à Strasbourg, on ne consacre pas 25 € par an et par habitant au vélo, mais donc avec 10 fois moins de moyens, on peut faire une très bonne politique pour les mobilités actives. Donc c'était un postulat de départ qui était intéressant. Pour autant, les mobilités actives et le vélo n'étaient pas présentes en tant que telles du coup dans un atelier, parce qu'il y avait aussi ce choix pour le coup et ce postulat de pas faire des ateliers par mode de transport, donc plutôt des ateliers thématiques et transversaux. Et le problème avec les mobilités actives et le vélo, c'est que dans ce cas-là, on parle toujours dans les mobilités des sujets les plus lourds en premier, et puis on oublie aussi parfois un peu le vélo ou la marche encore plus, parce que c'est des sujets plus légers, plus annexes, et qu'au final on n'a pas le temps de les traiter, et donc ils ne sont pas abordés, ou en tout cas on n'y consacre pas pleinement du temps. Donc il y a eu ce besoin, je crois, au-delà du fait qu'il y ait des ateliers thématiques, à un moment d'aborder clairement et très directement la question des mobilités actives. Et du coup, ça s'est fait dans les ateliers de l'innovation. Et je crois que c'était un peu une surprise de ces assises. Je pense qu'il y avait un peu un alignement des planètes aussi, c'est-à-dire que dans le monde du vélo et des mobilités actives, les propositions concrètes aussi opérationnelles, éprouvées parfois déjà sur les territoires, elles existent. Il y avait eu un travail préparatoire 1 an et demi avant, auquel par exemple le Club des bicyclables avait participé, la Fédération des usagers de la bicyclette aussi, la Fondation pour la nature et pour l'homme y avait participé aussi, au sein d'un avis qui a été rendu par le Conseil national de la transition énergétique. En tout cas, tout ce monde-là s'était déjà rencontré, avait déjà travaillé. Après, pendant les présidentielles, c'est pareil, le Club des bicyclables, la Fédération des usagers de la bicyclette avaient des propositions et une plateforme. Donc on avait des propositions qui étaient prêtes, elles ont pu s'exprimer dans un cadre donné, et puis il y a eu aussi une oreille de la ministre des Transports, pareil, sur la question, qui là aussi n'allait pas de soi, parce que c'est pas tous les ministres des Transports qui étaient prêts à parler de vélo et de mobilité active, et d'écouter un peu ce qui pouvait se dire sur le sujet. Donc on a vraiment trouvé cette oreille-là. Je reviendrai dans la deuxième partie sur les propositions du coup et sur les demandes par rapport à la loi d'orientation. Mais un premier point, c'est déjà ça, c'est d'avoir trouvé cette oreille-là. Et puis, y compris dans le rapport du COI, qui est pas du Conseil d'orientation des infrastructures, qui est pas tout à fait satisfaisant, puisque les demandes des associations et des différents participants à l'atelier, c'était plutôt 200 millions d'euros par an sur les mobilités actives. Il y a 350 millions d'euros sur 4 ans. Donc c'est pas assez, mais c'est déjà plus que ce qui avait été fait auparavant, puisqu'avant il y avait zéro. Donc c'est plutôt un bon signe. Et donc pour moi ça a été un peu une révélation quand même de ces assises de la mobilité, que le vélo existe vraiment en tant que tel. Après le bémol, c'est qu'on oublie du coup toujours la marche aussi. Quand on dit mobilité active, on parle beaucoup de vélo et pas assez de la marche. Et au-delà de ça, il y a eu aussi je crois une autre question qui intéresse indirectement les mobilités actives, mais de considérer les mobilités comme un service aussi. Et c'est aussi ce qu'on pointe comme difficulté sur les transports publics, c'est que il y a un service réel qui est rendu aux usagers, mais il y a cette sensation qu'effectivement ça va pas de porte à porte, que c'est pas forcément adapté, qu'on a l'opérateur de transport public, mais on a aussi le système d'autopartage, des disrupteurs aussi un peu qui arrivent, que ce soit sur la voiture avec les VTC, avec différentes formes d'autopartage, ou même sur le vélo avec les vélos en free floating, et qu'on n'arrive pas à rassembler tout ce monde-là et pour l'usager à avoir un seul et même support ou une seule et même plateforme de tarification, d'information pour jongler un peu entre ces différents modes de mobilité. Et je crois que là aussi ça a été un sujet au-delà du vélo sur ces assises, de voir un petit peu comment on pouvait considérer davantage la mobilité comme un service et faire un peu sauter les barrières justement pour se concentrer sur l'usager et sur les trajets individuels. Ouais. Si tu m'autorises pour rebondir à ce que vient de dire Jean-Baptiste, effectivement, un des éléments aussi d'entrée, c'était qu'il n'y a plus d'argent en France, et donc il faut vraiment privilégier la notion de service plus que d'infrastructure. L'exemple que vous avez cité, qui est effectivement d'arriver à considérer le transport comme un service et de rassembler, je dirais, tout ce qui existe sur un territoire pour le proposer à l'usager qui, un beau jour, peut dire je prends le bus et je continue à pied, et le lendemain, je fais un petit coup d'autopartage et puis je vais prendre un autre vélo.
Ça existe déjà dans un certain nombre d'agglomérations, puisque, à la différence de ce qui existe sur Paris, quand vous êtes non parisien et que vous prenez le bus et qu'ensuite vous prenez le métro, vous êtes obligé de prendre 2 tickets de transport, ce qui n'existe absolument pas en province, puisqu'en province, on a déjà cette vision d'un réseau de transport public peut intégrer du métro, du tramway, du bus, intègre de plus en plus le système de vélo en libre service ou sous toutes ses formes, intègre de plus en plus la voiture partagée, et on a même maintenant un certain nombre d'appels d'offres qui sont lancés par les collectivités locales qui vous intègrent tous ces éléments-là, voire le stationnement dans une même délégation de service public. Donc on commence déjà à avoir, je dirais notamment sur un certain nombre de territoires urbains, ce souci d'avoir un service global. Alors, il y a un mot qui est apparu dans les assises, qui a fleuré aussi partout dans la presse, c'est le fameux MaaS, Mobility as a Service. C'est vrai que c'est un système très performant, mais nous disons gentiment à l'UTP, en forme de boutade, le système MaaS ne doit pas oublier le Mass Transit. Et on a eu l'impression quand même dans ces assises que la globalisation des mobilités actives, de toutes ces nouvelles mobilités qui fleurissent en France, vont pouvoir régler le déplacement de tous les Français, alors qu'on sait très bien que malheureusement, en vélo, vous n'avez pas la même portée dans vos déplacements que vous pouvez l'avoir en transport public, que vous pouvez l'avoir dans un trajet régional. Et pour nous, nous disons vraiment il faut l'ensemble de ces approches. Alors après, dans l'atelier notamment intermodalité, on s'est beaucoup posé la question: faut-il un support unique, un espace unique ? À l'heure actuelle, il y a déjà de nombreux systèmes billettiques qui existent dans les agglomérations. La plupart des régions ont des systèmes d'information voyageurs, les agglomérations aussi. On ne peut pas faire table rase du passé. Par contre, on est quand même une France d'ingénieurs. Je suis sûre qu'on peut arriver, avec des systèmes qu'on appelle de répartition, à avoir la possibilité qu'un système Alsace va pouvoir parler avec le système Strasbourg. Donc, travaillons beaucoup plus sur ces briques complémentaires qui vont pouvoir permettre à des systèmes différents de se parler. Et effectivement, moi, Anne Meyer, à un moment, je veux aller à Strasbourg depuis Paris, je vais sur un site, il s'appelle n'importe comment, mais sur un site, et qui fera, lui, le boulot d'aller me proposer le titre de transport ou le mode de déplacement qui me va bien. C'est pas à l'usager, effectivement, de faire ce travail. Et pendant les assises, je pense que l'ensemble des partenaires ont bien compris qu'il y avait tout un travail de back-office, désolé du jargon, mais où il faut simplifier pour l'usager, et c'est aux opérateurs et aux collectivités locales de travailler ensemble pour simplifier le déplacement au niveau du citoyen. Ouais. Pour rebondir, ça existe sur les transports publics dans les territoires. Effectivement, le service existe déjà et on combine des offres. À Strasbourg, par exemple, c'est le Pass Mobilité. On a les transports publics de la compagnie des transports strasbourgeois, mais aussi le Vélop, qui est notre système de vélo partagé. Citis, qui est une coopérative d'autopartage, qui n'est pas un opérateur public, qui est intégré dedans. Il y a 2 types de difficultés. Le premier, c'est sur les niveaux de territoire, par exemple, entre métropole et région, où il va y avoir des discussions et ça aboutit pas toujours. Et nous, à Strasbourg, il y avait un sujet qui était vieux de 15 ou 20 ans, c'était d'avoir un abonnement effectivement unique pour le TER et pour les transports de la métropole dans le périmètre des transports urbains. Voilà, parce que le train était plus rapide, on mettait 10 minutes à aller au centre-ville de Strasbourg, les bus de la compagnie des transports strasbourgeois mettent 30 ou 35 minutes. Donc il y avait une vraie demande. Moi, c'est une discussion que je ne veux pas dire que j'étais même pas né, mais elle existe depuis très longtemps. Et puis elle a abouti parce qu'il y a eu la fusion des régions et que l'Alsace allait être fondue dans le Grand Est. Et donc même les élus régionaux se sont dit, là, il faut peut-être qu'on le fasse avant qu'on soit fondu dans le Grand Est, où on n'arrivera peut-être pas à le porter au niveau de nos territoires. Donc ça s'est fait, mais parfois il y a des blocages de ce type-là. Et le deuxième blocage qu'il y a aujourd'hui, en tout cas le défi qu'il y a aujourd'hui, c'est tous les nouveaux opérateurs un peu de la mobilité qui ont aucun lien au final avec la puissance publique et avec les collectivités, qui arrivent sur des territoires avec différents services. Je pense par exemple au vélo en free floating. Qu'en est-il demain ? Et c'était une des demandes dans le cadre des assises, de pouvoir les intégrer, que l'État, à un moment, par la loi, donne les moyens aux collectivités d'encadrer ces pratiques-là et surtout de les intégrer et de les rendre interopérables avec d'autres services qui sont rendus. Un deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'est sur le groupe des mobilités plus propres, ce que vous avez dit sur les transports publics. Il a fallu se battre au final pour qu'on parle des transports publics. C'est vrai, je l'ai un peu ressenti dans les assises, alors pas dans le groupe mobilité active,
mais de ce que j'entendais d'autres groupes, mais on le ressent aussi entre élus ou même dans les relations avec les habitants parfois, il y a toujours un peu ce réflexe. On dit il y a des impératifs de transition, notamment écologique, énergétique. Il faut que les mobilités soient plus propres. Il y a toujours ce réflexe de se raccrocher que à la voiture, c'est-à-dire par l'innovation technologique et par le fait que les véhicules vont, oui, devenir plus propres, plus autonomes, dire que ça sera la solution à tout. Donc moi, je conteste pas que ça soit une solution parmi d'autres, mais il faut bien prendre le temps de regarder l'ensemble des solutions, et notamment les transports publics ou le vélo ou autre, parce que une ville qui est une ville avec des voitures électriques à la place des voitures à moteur thermique est toujours une ville où il y a des voitures qui prennent de la place sur l'espace public et qui privatisent de l'espace public. Donc c'est aussi un réflexe que je retrouve assez souvent, de se raccrocher un peu à la voiture et de se dire on va pas devoir changer trop d'habitude parce que les moteurs, eux, vont changer et vont être plus propres. Totalement d'accord sur ça. Moi, j'avais essayé là, de faire une synthèse là, mes souvenirs, là, ces mois passés là. J'avais trouvé là 3 mots, là, le mot langage, le mot objectif, le mot chiffre. Je commence par le langage, et ça rejoint ce que Jean-Baptiste disait tout à l'heure. C'était une petite bataille constante là, de revenir à un langage plus neutre et qui parlait là, des choses telles qu'elles sont. Je vous donne des exemples. Bon, le fameux mot doux, donc d'associer la douceur là, au vélo, rien contre la douceur, mais c'est une manière comme ça là, de dire bon, il y a là les vrais modes, là, des trucs sérieux, à la fin des assises, Elisabeth Borne a parlé là d'une certaine condescendance qu'on a envers le vélo, etc. Un deuxième exemple, l'utilisation là, à mes yeux, totalement abusive là, de l'expression véhicule propre dans le document officiel du ministère, etc., sur le site des SACIS, etc. Et propre, oui, et on avait défini alors au début que propre voulait dire à la fois la partie climatique, donc émission de CO2, et la partie pollution de l'air. Et les véhicules dits propres sont propres dans le sens des émissions locales, des polluants, mais pas dans le sens là, des émissions de CO2. Et les Allemands ont cette expression de la Halblüge, ils disent que les mi-mensonges sont bien plus dangereux que les mensonges. Et après, l'utilisation, là, c'était aussi un petit combat. Le mot véhicule, ça va vous sembler totalement idiot, mais véhicule, un vélo, selon la loi, c'est le code de la route, hein, article 330-je ne sais pas quoi, le vélo est un véhicule. Évidemment que c'est un véhicule. Un véhicule est un machin qui permet de transporter la 90 kg, je sais un peu trop, d'un point A à un point B. Et c'était assez révélateur de voir qu'on utilisait là le mot véhicule pour parler des vrais véhicules. Hein. Les vrais véhicules, c'est quand même une bagnole, quoi. Une bagnole. On fait le vélo est un autre truc, une chose là pour les scintilles ou pour les gamins. Donc, c'est pas une question là d'obsession terminologique. C'est aussi une question là d'ouvrir là, le débat. À chaque fois qu'il y avait une des mesures, parce qu'on nous encourageait à proposer la mesure, qui disait telle et telle subvention pour les véhicules, moi je disais, pardon, les véhicules, y compris là, le vélo, c'est pas pour être difficile ou casse-pied, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons par exemple une politique là, de subvention là, des véhicules, de tous les véhicules, j'insiste, qui n'est pas du tout axée sur la réduction des CO2 possible. Et pourtant, c'est censé être là l'objectif. Si vous achetez une bagnole, vous avez 6 000 €. Si vous achetez un vélo, vous avez 200 €. Et est-ce que la réduction des CO2 en achetant une bagnole électrique est 30 fois, c'est ça, 30 fois supérieure à la réduction possible en roulant avec un VAE? Je ne suis pas du tout convaincu. Et nous avons fait d'ailleurs là, quelques petits chiffrages qui démontrent que ce n'est pas du tout le cas. Donc, si on fait une subvention là, au véhicule et on dit la subvention va être proportionnelle à la quantité de CO2 qu'on peut éviter, des émissions, aux émissions de CO2 qu'on peut éviter, et bien là, on va tomber sur des chiffres là qui sont très très différents. Deuxième mot, les objectifs. Je reviens sur ce sujet qui avait déjà été traité un tout petit peu dans le rapport là, sur la mobilité périurbaine là, du Shift. Souvent, je me demandais, et c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, si l'objectif était vraiment là, de réduire là, le CO2 ou la pollution les émissions là, liées à la pollution de l'air, etc., ou de favoriser là, une certaine industrie. Il y avait, c'est vrai que déjà là, la première fois que nous avons vu là, le premier draft du groupe de travail pour une mobilité plus propre, il y avait je ne sais pas combien de pages dédiées à la voiture électrique et je crois qu'il y a un tiers d'une page là, dédiée au vélo et à la marche à pied.
Et donc, il y a comme une volonté là, de sauver. La voiture est un monstre là, assez formidable là, qui passe par des mutations, comme ça, des mutations pour survivre. Et la dernière mutation, c'est la voiture électrique. Et il y avait beaucoup de gens autour de la table qui étaient en train là, de faire en sorte là, que tout change pour que rien ne change. Le troisième mot, chiffre, deux aspects. D'une part, là, très peu de chiffres sur l'impact potentiel des mesures qu'on avançait. Donc, les gens balançaient, quoi, les décidaient, il faut faire ça, il faut faire l'autre, il faut faire l'autre. Et dès que quelqu'un posait la question, mais ça va servir à quoi? Ça va réduire de combien? Deuxième, quand je dis chiffre, deuxième aspect, ça c'est l'aspect, on va dire, en amont, et l'aspect en aval. Au moment de faire là, les propositions, là, les mesures, tout le monde était d'accord, parce que tout le monde était super, des gens civilisés comme il faut, etc. Donc quand quelqu'un proposait là, des villes cyclables, par exemple, et la cyclabilité est un concept qui, bon, d'un point de vue opérationnel, a été défini par le CEREMA comme... soit une rue est à moins de 30, là on peut circuler là sans infrastructure spéciale, entre 30 et 50 c'est une bande cyclable, à partir de 50 km/h c'est une piste cyclable. Bon, quand on propose une mesure comme ça, tout le monde était d'accord avec une formulation qui disait un jour certaines villes vont avoir un certain périmètre là, cyclable. Donc si le jour c'était en 2078, si certaines villes c'était 2 villes sur 4000, et si le périmètre était un square, là, des 10 mètres x 10 mètres, parce qu'il n'y avait pas de chiffres. Donc, ça, ce sont là mes 3 petits commentaires, et là, on passe à la deuxième question. Ah, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, j'appuie. Quels devraient être, à votre avis, les grands changements d'orientation actés dans la nouvelle loi? On demande à l'élu, le représentant du peuple d'abord. Ouais. Okay. Alors, sur les mobilités actives et le vélo en particulier, il y a plusieurs défis à mon avis. Partant du constat qu'il y a une volonté, notamment de la ministre, d'avancer sur cette question-là et donc de le faire figurer dans la loi, il y a un vrai défi et une vraie condition de réussite, c'est que la loi, elle soit aussi portée de manière interministérielle et par d'autres acteurs aussi. Et je vais en citer plusieurs et donner un peu des exemples. Un premier exemple, c'est le passage d'un code de la route au code de la rue et de la route, dont on a beaucoup parlé dans l'atelier mobilité active, qui est pas une nouvelle notion en France parmi les acteurs de la mobilité, mais qui est de dire le code de la route, il a été pensé pour la voiture, et il faut aujourd'hui qu'on pense un peu la ville et du coup les règles d'évolution et de déplacement pour tous les modes, et notamment pour les piétons et les cyclistes, c'est-à-dire ceux qui sont aussi les plus vulnérables. Et donc il faut qu'il y ait un certain nombre d'adaptations. Il y en a qui ont été expérimentées, je pense par exemple aux amendes minorées ou amendes adaptées qu'on a testées à Strasbourg, c'est-à-dire que les cyclistes payent moins cher quand ils ont une amende pour avoir grillé un feu rouge ou autre, parce que le risque qu'ils font courir aux autres usagers n'est pas le même, etc. Et que c'est probant aussi sur la réduction de l'accidentologie. Je pense tout bêtement au céder le passage au stop. Vous savez qu'il y a des céder le passage au feu rouge en France qui permettent aux vélos maintenant de tourner à droite, mais bizarrement, c'est pas le cas pour le stop. Et c'est là que c'est très drôle, je sais pas si c'est drôle, mais je dirais drôle, c'est de voir dans les discussions que tout le monde était d'accord avec ces propositions-là, et notamment le CD passage au stop, tous les acteurs de la mobilité, sauf le représentant du ministère de l'Intérieur et de la délégation à la sécurité routière. Tout en sachant qu'il y a déjà le CD le passage au feu rouge, donc le stop est moins important, mais on n'aurait pas le droit de l'expérimenter, voire de le faire évoluer. Donc il y a une vraie difficulté là-dessus. Je dirais pas parmi les acteurs de la sécurité routière, parce qu'à Strasbourg, on a des consensus très larges avec tous les acteurs de la sécurité routière, mais avec le ministère de l'Intérieur sur cette question-là, qui est parfois opposé à ces mesures-là. Et au final, c'est quand même là-bas que ça se décide. Donc il faut aussi que cette loi elle ait de la force interministérielle sur cette question-là. Sur une autre question aussi, qu'on a appelé le savoir pédaler. Il y a en France, depuis les années 70, je crois, un savoir nager qui fait que dans l'éducation nationale et dans le parcours des enfants, tous les enfants d'une classe d'âge, doivent avoir appris à nager. Et on a défendu la même idée pour le vélo, alors tenir en équilibre, mais aussi savoir évoluer dans l'espace public, notamment en lien avec le code de la route. Et là aussi, on peut défendre ça au niveau des transports, mais si dans l'éducation nationale, c'est pas réellement pris en compte dans le parcours scolaire et que c'est pas appliqué, on pourra pas avancer sur cette question.
Un autre point aussi, c'est on parle de mobilité active, hein, effectivement, et pas de mobilité douce ou mobilité verte. Et à Strasbourg, on n'emploie que le terme de mobilité active pour prendre en compte justement la dimension activité physique et santé. Dans notre plan local d'urbanisme, il est écrit noir sur blanc que si les habitants du territoire font 30 minutes d'activité physique par jour, mais d'activité physique, ça veut dire se déplacer à pied et à vélo, c'est bénéfique pour leur santé. On a testé à Strasbourg le sport santé sur ordonnance, donc la ville prend en charge des activités physiques sur ordonnance. Les médecins prescrivent, au lieu de prescrire des médicaments, des activités physiques qui peuvent être notamment du vélo, et on a notre système de vélo-vélop partagé qui est mis à disposition gratuitement pour les patients. Ça a des effets bénéfiques sur la santé, sur la réduction de risque de certains diabètes, sur les rémissions de cancer, sur le surpoids bien sûr et l'obésité, etc. Donc ça, on sait aujourd'hui que c'est éprouvé et que ça marche. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté parfois avec les mobilités actives et le vélo, c'est qu'il faut toujours donner des preuves. J'y reviendrai après sur le bonus pour les vélos à assistance électrique. Il faut toujours donner des preuves, alors que sur d'autres modes de déplacement, et notamment la voiture, on a moins besoin de donner des preuves. Donc les preuves, elles sont là sur le sport santé sur ordonnance. Il est dans la loi depuis 2015, mais il n'est pas financé. Donc là aussi, je pense qu'il faut en parler dans la loi d'orientation des mobilités, mais il faut que ça soit lié aussi à un engagement de la part du ministère de la Santé sur le financement et l'intégration de ce dispositif au mécanisme de la sécurité sociale notamment. Le deuxième point important, à mon avis, dans la loi, c'est qu'elle porte aussi effectivement des financements. Alors, je l'ai dit sur les 350 millions d'euros qui ne sont pas assez, mais c'est déjà une première. Mais c'est vrai aussi sur l'indemnité kilométrique vélo, où là, la question n'est pas tant le coût pour l'État, un petit peu, mais c'est surtout le coût politique de dire qu'on va mettre en place une nouvelle indemnité. Mais là aussi, elle existe pour la voiture. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait à la justifier pour le vélo? Elle devrait déjà exister. Mais la demande, c'est d'avoir une indemnité de 25 centimes d'euros par kilomètre et plafonnée à 385 euros par an, ce qui correspond à peu près en moyenne au remboursement de 50% de l'abonnement au transport public, notamment des employeurs. Donc on a pris ce ratio-là qui a été travaillé. Et il y a une vraie demande aussi sur cette question-là. Et enfin sur la prime effectivement d'achat au vélo à assistance électrique. On a eu ce raisonnement effectivement dans le groupe de travail à un moment de se dire effectivement on doit tout le temps se justifier. Donc il y a eu des études qui sont sorties qui disaient le VAE ça profite beaucoup aux retraités, donc c'est pas vraiment le public cible, etc. On préfère quand même un retraité qui se déplace à vélo qu'en voiture, même électrique, pour la planète mais pour sa santé à lui aussi. Donc là aussi ne pas se justifier et puis demander à ce qu'il y ait un peu un traitement proportionnel des différents véhicules et qu'on inclue le vélo dedans. C'est-à-dire qu'effectivement quand on donne 6 000 euros pour une voiture qui coûte 25 000 euros, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est à 400-500 euros pour un vélo assistance électrique sans discuter. Aujourd'hui, on discute les 200 euros. Donc là aussi, qu'on puisse avancer là-dessus et qu'on intègre dans les vélos, effectivement, les vélos cargo aussi et les vélos utilitaires. Et c'est vrai, et c'est ce que nous, on essaie de défendre à Strasbourg et de montrer dans notre politique sur le vélo, c'est que le vélo, c'est un véhicule en tant que tel. Et la voiture, l'industrie automobile est encore aujourd'hui, je crois, le premier annonceur publicitaire en France. Donc malgré l'évolution des mentalités, il y a un pouvoir de séduction qui est très fort et un imaginaire qui reste très fort sur la voiture. Et tout le monde a sa voiture, le cabriolet, la voiture sportive, le monospace, la berline, en fonction de qui on est en fait, de quel habitant on est. Et nous, on essaye de défendre l'idée que c'est pareil pour le vélo, que c'est un véhicule en tant que tel et qu'il y a un vélo pour tout le monde. Les fixie, les vélos hollandais, mais aussi les vélos cargo, les vélos assistance électrique, les vélos utilitaires pour les artisans. Et donc qu'on puisse travailler sur cette question-là et que ça soit vraiment intégré dans la loi, qu'on ait effectivement cette dimension de véhicule qui englobe le vélo et qu'on aide aussi tous les véhicules de manière proportionnelle. Donc ça me paraît important que ça figure dans la loi. Il y avait aussi beaucoup de demandes auxquelles on pourra répondre et la loi pourra répondre à un instant T sur tous les acteurs un peu qui disruptent la mobilité. Je pense, je l'ai dit, sur les vélos en free floating ou sur les engins de déplacement personnel. Mais au-delà de répondre à ces défis qui sont les défis d'aujourd'hui, de peut-être trouver aussi par la loi le cadre qui permette aux collectivités d'encadrer aussi tous ces nouveaux modes de déplacement, ceux qui existent et ceux qui vont arriver, en bloquant pas l'innovation, hein, c'est surtout pas l'objet, mais en donnant les moyens au territoire derrière d'encadrer et d'organiser des règles et d'intégrer ces modes de déplacement aux systèmes de mobilité qui sont mis en place sur les territoires. Donc ça nécessite aussi un encadrement. Il y a la question des données aussi, où il y avait des demandes sur les mobilités actives et elles sont partagées par tous les modes, c'est-à-dire d'avoir une compatibilité des données et là aussi un cadre national dessus pour pouvoir utiliser les données numériques au service des mobilités. Et un dernier point qui me paraît très important en termes de changement de paradigme, là aussi c'est pas nouveau, hein, mais les lois elles arrivent parfois après l'évolution des comportements et des politiques publiques, mais on a beaucoup parlé de l'abaissement de la vitesse
à 80 km/h, de 90 à 80 km/h. Je pense qu'un point vraiment important et qui ne serait pas que symbolique, ce serait de faire évoluer aussi le paradigme sur les villes, sur le tissu urbain, quelle que soit la taille des villes, mais d'avoir un peu une règle et de dire qu'on a un abaissement généralisé de la vitesse à 30 km/h quand on n'est pas sur les axes principaux de la voirie et du réseau viaire d'une ville ou d'une métropole, et qu'on ait cette règle d'abaissement de vitesse à 30 km/h pour que tout le monde ait le droit de vivre un moment là où il vit, là où il est en bas de sa porte et quand il se déplace avant d'arriver sur une voie vraiment principale dans un environnement apaisé, et que la loi change un peu le paradigme là-dessus. Anne ? Donc moi je vais rebondir. Pardon, 2 secondes, on a combien de temps là Clem, 5 minutes. Ok. Donc moi je ne vais pas vous faire la litanie de ce que l'UTP a porté avec ses partenaires notamment. Je vais reprendre quelques mots. Régulation. Je pense qu'effectivement, dans tous les ateliers thématiques, c'est un mot qui a pris son importance pour justement favoriser l'innovation, mais faire en sorte qu'il y ait une équité de traitement entre, je vais dire, les opérateurs en charge d'obligations de service public et ces fameux disrupteurs qui arrivent, qui viennent tout chambouler, mais qui n'ont pas forcément les mêmes règles et les notions de service public à intégrer. Et donc, véritablement, de réguler et de donner le pouvoir au niveau des élus locaux, à savoir, on a la chance d'avoir, par la loi MAPTAM et la loi NOTRe, des autorités organisatrices de la mobilité sur les territoires urbains, d'aller encore plus loin pour transformer les régions en autorités organisatrices de la mobilité, ce qui permettra de couvrir le fameux 100% du territoire et les 30% de population qui ne sont pas couvertes par des autorités organisatrices de la mobilité. Et là, il y a véritablement eu un consensus à tous les niveaux. Bon, maintenant, il faut que ça passe, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais cette notion vraiment de transformer les régions en autorités organisatrices de la mobilité va sûrement passer. Et on se retrouvera dans le territoire français à avoir un binôme. Les régions d'un côté, les agglomérations de l'autre, avec des moments de partage d'informations. Je ne vais pas revenir sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'information voyageur, mais des logiques de partage. À l'endroit le plus pertinent, on met l'information et elle est ensuite distribuée partout et partagée. Et effectivement, sur les datas, un grand rôle aussi donné pour que les informations liées à la mobilité soient partagées, tout en protégeant le savoir-faire des uns et des autres. On n'est pas non plus dans une logique de mettre tout sur la table. Et on a quelques interrogations avec le ministère du numérique pour contrer une loi qui s'appelle la loi Le Maire et qui considère que dès qu'il y a 1 euro d'argent public, les données sont d'office ouvertes, sans possibilité de licence et de redevances. Et là aussi, on a eu des écoutes relativement importantes de la part des différents rapporteurs des ateliers. Un autre élément qui me semble aussi important, et Jean-Baptiste l'a évoqué, la pédagogie. Nous, on a fortement insisté pour que toutes les actions vers le grand public, vers les enfants dès l'école primaire, mais également... on a l'obligation de passer une sorte de diplôme en 6e et je crois de nouveau après en 5e sur comment, à un moment, je passerai mon permis de conduire, bien sûr. Donc j'apprends la mobilité, mais d'insister qu'on apprenne aussi la mobilité en transport public, la mobilité active dans ces différents éléments d'information. Et de rajouter des éléments sur l'impact de la mobilité sur la santé, sur le budget, et d'intégrer des éléments de CO2 et d'environnement dans les choix de mobilité. Après, les gens feront ce qu'ils voudront. On avait même été un peu plus loin à lancer une logique de passeport de mobilité. Je rappelle que les Anglais, à un moment, étaient allés vers ces logiques-là où... à la naissance, vous avez un certain nombre de points, et après, vous en faites ce que vous voulez. Mais une fois que vous avez mangé vos points, vous faites un marché de points, si on peut dire, et vous utilisez les modes de transport les plus respectueux au cours de votre vie. Donc, on a un certain nombre de choses qui ont été portées dans les assises, et j'aurais voulu juste que tu me passes le slide suivant, éventuellement, pour montrer la suite. La suite, c'est pas suivant, il faut revenir là. Voilà, la suite. Donc effectivement, il y a eu toutes ces réflexions dans les assises, les consultations locales, les fameux 6 rapports des ateliers thématiques. Tout ce mélange, là, à l'heure actuelle, est en train de faire une longue liste
un peu à l'après-vert, parce que là-dedans, il y a à boire et à manger. On avait aussi autour de la table d'autres acteurs, que je dirais les acteurs traditionnels du monde du transport public ou de la mobilité. Les fameux disrupteurs étaient également présents dans les différents ateliers. Donc maintenant, il y a un travail au sein d'un petit groupe de réflexion au niveau de la DGITM qui est en train de préparer les réunions interministérielles et de se dire, est-ce que cette mesure-là, elle passe le cap du ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'elle passe le cap du ministère de la Santé? Est-ce qu'elle passe le cap du ministère ou du secrétaire au numérique? Et de trouver les bonnes formulations pour que le texte de la LOM soit le plus abouti possible. On est dans un calendrier hyper serré, puisque normalement le texte doit être finalisé à la fin de ce mois. Doit passer ensuite en examen en conseil d'État au mois de mars, pour une présentation normalement le 4 avril en Conseil des ministres, et puis dans la foulée, ça passe à l'Assemblée nationale. De grosses interrogations, puisque on a eu ce fameux rapport qui est sorti la semaine dernière, le comité d'orientation des infrastructures. On ne sait pas si dans la LOM, il y aura éventuellement un élément sur la planification des financements, ou si on va se retrouver avec une loi spécifique de planification des investissements à côté de la LOM pour véritablement avoir, pendant 5 ans, quelques éléments de fléchage. Alors vous vous plaignez d'avoir seulement 300 millions d'euros. Je ne vais pas pleurer pour nous, mais je vous invite quand même à lire le rapport. Il y a quelques petites perles magnifiques. Le transport ferroviaire, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de problèmes sur des nœuds ferroviaires. Il n'y a pas un copec en face. Les sous sont à trouver dans la productivité de la grande maison SNCF. C'est un peu léger. Je pense qu'une petite aide aurait fait du bien. D'autres éléments, bien sûr, on a à l'heure actuelle un réseau ferroviaire, certains vont dire mal utilisé. Grosso modo, on a quand même 30% des voies SNCF, enfin du réseau ferroviaire national, qui voient très très peu de voyageurs. Génial. Le comité d'orientation a trouvé une occupation pour ces différents espaces. Ces emprises vont servir aux mobilités actives. On ne sait pas où elles vont, mais c'est pas grave. Et à la voiture autonome ou au covoiturage. On rigole juste un petit peu parce que, voilà, Jean-Marc, vous... Pardon ? Ah non, je vous invite véritablement à lire le rapport. Bon, j'ai peut-être un prisme particulier qui a fait que j'ai remarqué ces petites perles, mais quand on se rend compte que ces voies, souvent, sont à sens unique, nous avons présenté le rapport en commission système ferroviaire la semaine dernière, et quelqu'un m'a dit, on va faire comme en Écosse, vous savez, avec les voies en oreille, les voies uniques, et puis à un moment, désolé, il y a quelqu'un en face, vous vous mettez dans un petit coin, et puis vous attendez que la voiture passe. Bon, il y a vraiment un certain nombre... C'est encore très la voiture et encore les infrastructures routières qu'il faut finir, même si un certain nombre d'élus ne sont pas très contents. Donc, le travail, effectivement, a été important. On sait déjà qu'il ne faudra pas louper le coche des débats au Parlement. On commence déjà à faire un petit travail avec un certain nombre de parlementaires. Parce que bien sûr, le projet de loi aura des imperfections et il y a un certain nombre de voix qu'il faudra faire entendre et je pense que la loi des transports publics et des mobilités actives devra être poursuivie. J'aurais voulu revenir à un grand manque de ces assises. On est parti des besoins. À aucun moment on réinterroge la demande de mobilité et de déplacement. Alors, Marie, ce matin, évoquait longuement les modes de vie. Jamais entendu parler. Un autre mot qui m'a fait très mal, parce que j'ai une formation d'urbanisme, à aucun moment on ne parle de la liaison et du lien urbanisme et transport. Où sont localisés les emplois? Où sont localisés les habitants? Étalement urbain, je pense qu'il y a peut-être... La nouvelle génération ne sait peut-être même pas ce que ça veut dire. On en est quand même à une logique de dire il faut que les gens puissent aller où ils veulent, en toute possibilité. Et on a eu un certain nombre de perles, là aussi je vous invite à lire les rapports, parce que tout y est, sur mobilité solidaire. Marie, vous y étiez peut-être, mais bon, je crois qu'il y a eu des moments relativement chauds où vous avez des gens qui vous disent, mais écoutez, si les Français veulent habiter à 60 km de leur lieu de travail, il n'y a aucun problème. Après, il faut leur offrir la possibilité d'une aide à la voiture. Il n'y avait pas encore les 80 km, peut-être que là, ça va réinterroger un certain nombre de... Mais on ne travaille absolument pas sur les modes de vie. Alors peut-être que ça fait fuir la ville dense, ouh là là, quel... Mais je crois qu'il faut aussi qu'on réinvente
un certain nombre de mots qui peuvent donner envie aux gens de changer de pratique, les aider. On n'a jamais travaillé sur le foncier, on n'a jamais travaillé... Il y a des notions comme ça. Moi, je suis arrivée dans le monde du transport il y a 20 ans en étant urbaniste. Il y avait des choses comme ça qu'on osait évoquer. Depuis 10 ans, on ne parle plus de ces questions et je trouve dommage que pendant les assises, on n'ait jamais parlé. Excusez-moi, j'ai fait mon petit coup de... Très vite, là, mais 2 commentaires de ma part et après, oui, on va à la salle. Et moi, par rapport là, au grand changement, 2 choses qui me semblent assez essentielles et qui vont dans le sens de tout ce qui a été dit. La première, depuis là, des décennies, je pèse mes mots, tout ce qui est planification des transports, là, les décisions qui concernent là, les projets, que ce soit des infrastructures, des services, etc., sont dominées. Il y a une primauté du temps. Du temps. On gagne du temps, c'est bon. On perd du temps, c'est mauvais. Et la vitesse qui est liée là au temps. Moi, j'espère qu'on va passer à un nouveau paradigme, pardonnez-moi d'utiliser là le cliché, c'est ce mot qui est devenu un cliché malheureusement, et qu'on mette en avant la primauté de la santé, la primauté des aspects environnementaux, la primauté de l'urgence climatique. Et je pense qu'une fois qu'on accepte ça, il y a énormément de choses qui ont été dites lors des assises qui perdent là leur valeur. Et on a vu là, même dans des micro-exemples comme ça, quand on parle là, de faire une zone à 30 km/h, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui, peut-être là que vous allez rouler un peu moins vite, donc c'est le temps qui perd un peu d'importance, mais vous allez vivre un peu mieux, etc., etc. On pourrait donner 2000 exemples. Et moi, ça me semble là très, très important. Ça a l'air banal, mais c'est pas banal du tout. Moi, j'ai passé là des jours et des jours là aux assises, et il y avait encore des gens qui proposait des mesures qui étaient philosophiquement, si je peux me permettre, là, basées sur ce concept qui est très très vieux, c'est avant la naissance des Jean-Baptiste, même avant la mienne. Donc c'est très très vieux et c'est cette notion-là justifier là, la construction d'une autoroute là, parce qu'en moyenne on gagne 4 minutes 30 là, des temps, etc. Des cas comme ça existent. Deuxième point essentiel pour moi, c'est aussi lié là, au temps, mais d'une autre manière. Et j'espère qu'on va mettre là l'accent sur les mesures à mettre en œuvre là rapidement. C'est incroyable à quel point des mesures qui sont aujourd'hui assez théoriques, et que tout le monde jure que ça va venir, etc., etc., mais on n'a pas quantifié si ces mesures vont contribuer à résoudre le problème climatique ou pas. Et on s'enthousiasme énormément pour ces mesures au lieu de mettre en place des choses que nous connaissons déjà, que nous pouvons mettre en œuvre rapidement. Je m'arrête là et je passe la parole à la salle. Et si nous avons là un microphone... Bonjour, Ennis Mansour, je travaille chez Klexit, anciennement Waze Up, qui est un leader français du covoiturage courte distance. Ma question s'adressait plus particulièrement à Madame Meyer. Aujourd'hui, on entend beaucoup de discours ici, pendant les assises ou ailleurs, des discours qui opposent finalement les formes traditionnelles de mobilité et les nouvelles mobilités. Or, nous, notre vision, c'est qu'une autorité organisatrice de la mobilité, par exemple, a vocation à organiser toute la mobilité, qu'elle soit traditionnelle, ancienne, quel que soit son degré d'ancienneté ou de maturité, et que finalement l'union des transports publics a vocation à devenir l'union de la mobilité publique qui intègre toutes ces formes-là. Je voulais avoir votre avis sur cette question. Alors, nous, à l'UTP, on a changé nos statuts en juin et on a créé une nouvelle commission qui s'appelle Nouvelle Mobilité, pluriel, Ville de demain. Et donc, c'est évident que, y compris, je dirais, les grands groupes de transport ont maintenant des filières sur ces modes, je dirais, un peu moins traditionnels que le bus, le tramway ou le métro. Il va de soi qu'il y a la logique de mobilité prime maintenant sur la logique de transport. Après, ce que nous, on dit, on est prêt effectivement à accueillir. On a créé un statut de membre partenaire pour accueillir ces différentes sociétés ou start-up. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ce que nous, on dit simplement, et là, on vient de sortir une position sur le véhicule autonome, une petite seconde de publicité, tout ça, ça doit fonctionner
dans une stratégie globale qui est définie par une collectivité locale quand on est sur ce que j'appellerais des services des services mission publique. C'est les collectivités locales qui doivent définir la stratégie. Nous, on considère que les opérateurs, et notamment, je dirais, l'opérateur de transport public, a un peu vocation à être un peu l'intermédiaire. C'est pas forcément à la collectivité de travailler avec la société de vélo en partage, avec les différents services qui peuvent offrir la palette, qui est effectivement une sorte d'opérateur chef de file qui va mettre au point, mais c'est la collectivité locale qui définit la stratégie, qui dit ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Après, il y a des notions de régulation, et ça c'est aussi au législateur de permettre que les règles entre tous les opérateurs soient à peu près identiques. Oui, vous avez évoqué les transports publics en regrettant finalement qu'ils n'aient pas été plus évoqués dans les assises. Mais il y a deux sortes de transports publics. Il y a les transports publics en commun, et je rajouterai massifs. Et puis, dans une vision un peu prospective, il y a les transports publics individuels, avec tous les systèmes partagés qui vont se mettre en œuvre. Et du coup, la question qui se pose en matière de transport public, c'est l'interopérabilité des systèmes qui devient assez majeure. Or, ce qu'on constate, c'est que, par exemple, le Grand Paris Express, quand il a été imaginé, n'a pas pris en compte ou n'a pas intégré dans son développement l'interopérabilité. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec des infrastructures, voilà, et on est un peu contraint à regarder l'interopérabilité des infrastructures, alors que, me semble-t-il, dans une vision prospective, il faudrait plutôt s'intéresser aux infrastructures de l'interopérabilité, c'est-à-dire imaginer des infrastructures qui, a priori, favorisent les systèmes d'échange entre un mode et un autre mode, de façon à intégrer davantage ces modes actifs, comme vous les appelez, de façon qu'ils soient plus en contact avec les modes de transport public massif pour favoriser justement la possibilité d'innerver tout le territoire, y compris dans les campagnes, avec des systèmes où on progresse, alors que j'ai l'impression qu'on a régressé, en ce sens qu'il y a des zones en France qui sont quasiment des zones blanches, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Et donc la vraie question qui se pose, ce sont les infrastructures de l'interopérabilité et de définir une interopérabilité qui soit plus active. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus parce que c'est un sujet qui a été totalement... qui n'existe pas dans le Grand Paris Express, qui est en construction pourtant, et qui, à mon avis, n'a pas du tout été évoqué dans ces assises de la mobilité. Alors effectivement, tout ce qui relevait de Paris n'était pas vraiment beaucoup abordé, notamment. Alors la situation région Île-de-France est très particulière puisqu'on a la chance quelque part d'avoir une autorité organisatrice de la mobilité qui couvre une région et qui aurait très bien pu, et je pense qu'à l'heure actuelle, Île-de-France Mobilité développe des partenariats avec un certain nombre de sociétés de covoiturage parce que justement, ils ont compris que dans certaines zones, on ne pourra pas mettre du RER partout, on ne pourra pas mettre du bus partout. Donc, ils ont pris la conscience vraiment de se servir de ces nouvelles mobilités pour offrir une palette aux citoyens. On rajoute une couche qui est le fameux Grand Paris, avec des logiques d'infrastructure et absolument pas de service. Et je pense que malheureusement, il y a encore un petit truc qu'il faut finir pour vraiment coupler et beaucoup plus mixer les infrastructures qui vont être créées avec les services qui seront à l'heure actuelle en train de se développer. Et il ne faudrait pas que, quelque part, l'autorité organisatrice de la mobilité sur la région aille plus vite que le Grand Paris. C'est une expression un peu plus personnelle que véritablement de l'UTP. Alors j'ai 2-3 petites choses à dire. Je vous trouve très optimiste sur les 350 millions. Parce que vous parlez du ministère de l'Intérieur, mais moi je crains plus le Bercy. Bercy a souvent coupé la bourse, et notamment les 200 €, ils sont toujours pas gagnés pour les VAE. Bercy est en train de mégoter là-dessus en disant que ça avait coûté très cher. Ça, c'est la première chose. La deuxième...
tout à l'heure, Anne Meyer en a parlé, il y a beaucoup de voies qui ne sont pas utilisées. Le comble, c'est quand un retraité arrive à un moment de sa retraite, comme tous les trajets de transport en commun ont été pour le travail, maison-travail, maison-travail, se retrouve à la retraite. Ah, mais c'est plus vers le travail qu'il va. C'est vers le cheval pour le petit-fils, c'est vers le théâtre, Et là, il n'y a plus de transport en commun. Et donc, le nombre les personnes âgées ou les personnes à la retraite se remettent à prendre la voiture parce qu'il n'y a plus de transport en commun pour une vie de tous les jours. Et ça, c'est un gros problème puisqu'on va voir de plus en plus de personnes âgées à la retraite. Et dernière question, justement sur la structure de l'intermodalité, je regrette, mais j'avais des responsabilités à ce moment-là. Je travaillais avec l'UTP, avec la région, avec le STIF, et j'avais proposé dans toutes les gares qu'il y ait justement des lieux pour tout ce qui est intermodalité. Or, le gouvernement, l'État est revenu en arrière, puisqu'il y a même les gares elles-mêmes ne sont pas payées. Il y a certaines gares du Grand Paris qui ne sont même pas financées. Donc on n'en est même pas à des pôles d'intermodalité, on en est même à la gare elle-même, entre le système actuel et le nouveau système, où on se dit comment on va faire pour passer les voyageurs, notamment la fameuse gare en Val-de-Marne, Brie, Champigny, je ne sais plus quoi, c'est même pas prévu. Donc on est loin de revenir sur des pôles d'intermodalité. Alors, je suis optimiste, mais vigilant aussi. C'est vrai que si on regarde ces 350 millions d'euros, ça dépend ce qu'on mettra dedans et ce qu'on conservera à part aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté avec Bercy. J'ai cité le ministère de l'Intérieur, la Santé. Je n'aurais pas voulu oublier Bercy, effectivement, où il y a toujours cette difficulté. Où, effectivement, on doit toujours se justifier. Il y a ces 50 millions d'euros qu'a coûté le bonus VAE, ancienne version, sachant que la version qui existe aujourd'hui n'est pas satisfaisante pour les différentes associations qui sont dans le secteur des mobilités actives. Et donc la question, c'est ces 350 millions d'euros, si dedans il y a 50 millions de bonus vélo assistance électrique, c'est vrai que ça ira pas, parce qu'on aura déjà pris 200 millions d'euros sur les 350 millions d'euros. Donc il y a des points de vigilance comme celui-là. Un autre qui est que le schéma national des véloroutes et voies vertes, ce qu'on appelle le SN 3V, qui est souvent financé aujourd'hui via les contrats de plan État-région, si demain effectivement ça rentre dans l'enveloppe des 350 millions d'euros et qu'on change juste d'enveloppe, on gagnera pas beaucoup d'argent effectivement. Donc on sera très vigilant sur la différence entre l'affichage et ce qui sera budgété derrière. Mais c'est quand même pour moi une vraie première aujourd'hui, et je le dis d'autant plus tranquillement d'ailleurs que je ne suis pas un soutien par ailleurs du gouvernement d'Édouard Philippe, donc je le dis d'autant plus tranquillement sur cette question-là. C'est quand même une nouveauté et un point positif, même si après il faut être vigilant sur la suite et qu'est-ce qui est réellement budgété. Sur le deuxième point, sur le passage à la retraite, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais à Strasbourg, il y a Keolis qui vient tous les ans nous faire une conférence. Ils exploitent un peu nos données de la compagnie de transport et ils montrent un peu ce qu'ils arrivent à en tirer. Donc j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est quand même surprenant de voir la part des personnes qui prennent les transports publics, y compris aux heures de pointe, pour des trajets domicile-travail. Elle est au final beaucoup plus faible que ce qu'on pense. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a quand même beaucoup de trajets qui sont pas liés au trajet domicile-travail, ce qui laisserait penser quand même, en étant un peu optimiste, que les réseaux sont adaptés effectivement au déplacement domicile-travail, mais pas que. Après, il y a toujours des points d'amélioration, mais c'est quand même surprenant de voir que les trajets domicile-travail, c'est pas la majeure partie des déplacements sur les réseaux de transport public. Par rapport à la question du budget, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Et évidemment que je comprends là la logique d'attribuer là, des sous là, quand on fait un budget à un certain, par exemple, un plan vélo ou à le développement des infrastructures. Mais moi, je rêve là de quelque chose d'autre, d'un mécanisme là où il y a quelqu'un qui arrive avec un projet. Je dis, j'ai une idée géniale pour un contournement autoroutier là d'une grande ville, ça coûte combien de temps? Ok, ça va réduire de combien le CO2 de temps? Ok, cool. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec un autre projet. Moi, je veux faire là, une véloroute qui va là, des Maubeuge à Perpignan. Ok, ça coûte combien? Ok, ça réduit combien de temps? Et à ce moment-là, les arbitrages se font par rapport là, au coût que ça va avoir et aux bénéfices en termes là, des CO2. Au lieu là, de flécher quelque chose, de dire ok, on va faire un geste, la mobilité active, on va réserver un peu de fric, comme ça ils sont contents, et après on continue comme avant. Je trouve que ça serait
intermodaux, je ne sais pas comment dire, là, d'avoir là, des sources de financement qui sont disponibles à celui qui arrive avec l'idée la plus intéressante, la plus innovante pour réduire les émissions de CO2. Que ce soit infrastructure, service ou une combinaison des deux. Que ce soit les modes que vous voulez, que ce soit une combinaison des modes, etc. Donc de nous pousser, nous tous collectivement, à penser des projets qui sont plus complexes, au lieu de rester dans une logique modale comme ça, et se battre chaque fois d'une façon assez prévisible, de mener cette sorte de combat modal, les gens du vélo qui disent je veux du vélo, les gens des transports publics, et moi je veux des transports publics, etc. Et ça, je trouve que c'est une piste là intéressante. Mais il y a quand même moi qui pense ça et ma maman. Je te rassure, dans les transports publics, il n'y a plus vraiment beaucoup d'argent puisque pour faire face à la transition énergétique, nous avons demandé un petit peu d'aide pour passer de diesel soi-disant qui pue à du bus électrique, et on nous répond gentiment non. Voilà, donc on fera ou on fera pas. Et on est dans une logique qui est quand même relativement délicate parce qu'effectivement, ce point de vue global, je dirais pas planète, mais rien que ce qui relève de l'amélioration de l'air dans une agglomération n'est pas forcément pris en compte dans les choix qui sont faits, malheureusement. Rapidement, c'est vrai que dans le groupe de travail, ce qu'on avait discuté, alors on était sur des appels à projets mobilité active, sur ces 200 millions d'euros ou 350 millions d'euros, mais c'était de vraiment pouvoir discuter effectivement les critères de ces appels à projets avec les différents participants ou les associations existantes sur la question des mobilités actives, et d'avoir des critères santé, effectivement, émissions de CO2 ou autres qui soient pris en compte dans les appels à projets qu'on choisit, et qu'on ne soit pas dans un effet d'opportunité qui existe quand même assez souvent, qui est que l'État fait des appels à projets qui en fait viennent rencontrer des projets qui étaient déjà prêts sur les territoires et qui attendaient un peu de financement, et puis ça s'imbrique, et puis on dépense de l'argent comme ça, mais qu'on soit vraiment sur des critères de réussite effectivement de ces projets. Ok, je pense que là, je ne sais pas, les organisateurs, Jean-Noël, on a encore un peu de temps ou pas? Non? 2-3 minutes, ouais. 3 minutes. Moi, j'avais 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on vous a donné l'horizon de temps des propositions qui sont faites pour l'inscription dans la loi? C'est-à-dire que c'est une loi programme à 2050, à 2080 ou action à 2020. La deuxième, c'est la gestion des interfaces. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un, à un moment, pour s'occuper de la question des autorités organisatrices et du débat sur est-ce qu'il faut toutes les fusionner, en avoir une à la maille de la région pour être capable de gérer justement les liaisons entre le bus, le train, je sais pas quoi. Toujours dans la question des interfaces, est-ce qu'il y avait quelqu'un pour discuter des documents d'urbanisme? Parce que c'est clair qu'on ne se déplace pas pour aller de nulle part jusqu'à nulle part sur une vieille voie de chemin de fer désaffectée, ça on est bien d'accord. Et puis une troisième question qui est est-ce qu'il y avait aussi quelqu'un pour s'occuper de la question des instruments de gestion de l'État? Moi j'ai été frappé par une note de l'autorité environnementale qui est sortie il y a quelques mois disant que pour le moment il y a une incohérence totale entre ce qu'on demande aux porteurs de projets de faire pour que l'État donne son imprimature, et en particulier la déclaration d'utilité publique, et les documents où on dit en gros il faut que ça augmente le trafic sinon on ne veut pas, et les documents de programmation par ailleurs de ces grands débats où on dit qu'on veut exactement l'inverse. Donc est-ce qu'il y avait, pour gérer ces 3 interfaces-là, quelqu'un quelque part qui avait un peu de temps de cerveau disponible, ou est-ce que ça a fait partie des gros angles morts de l'exercice? Le troisième point, hein, les autres. Et moi, j'étais assez. Et je crois que j'ai même posé la question le premier jour, la première réunion. Quel était le lien? C'est banal, hein, mais quel était le lien entre la stratégie nationale bas carbone et ce qu'on était en train de faire là au CCC? Et j'avais lu la note de l'autorité environnementale sur les évaluations socio-économiques, etc. Ça va un tout petit peu dans le sens de ce que j'ai dit. Et la réponse était ici, on ne peut pas quantifier la stratégie nationale bas carbone. Il y a un effort de quantification de dire est-ce qu'on est sur la trajectoire ou pas? Il y a un effort, après on peut discuter, là, le chiffrage, je ne sais pas quoi, mais il y a un effort, une volonté de... dans le cas des assises, la réponse qui a été donnée, au moins dans notre atelier d'experts, était non, ici on ne chiffre pas. Donc ça c'est une chose qui est... Et après, concrètement, je n'ai pas vu, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui travaille sur cette stratégie nationale bas carbone qui est venu nous voir et qui a dit on va s'aligner par rapport aux assises de la mobilité, ce qui me semblait un peu contradictoire, parce que je pensais
que l'idée, l'ordre était dans l'autre sens, quoi. Et réponse à ta question, moi, j'ai pas, au moins, j'ai participé à certaines réunions, pas à toutes, mais j'ai jamais entendu parler là d'une volonté comme ça là, de créer, d'opérationnaliser ce type de lien. Et j'ai jamais entendu, par rapport à la première question que tu as posée, j'ai jamais entendu parler d'un horizon comme ça, sauf citer évidemment là les horizons de l'accord de Paris, quoi, ou de quelque chose de plus macro qui théoriquement, j'espère, voilà, domine sur le plan conceptuel et sur le plan des délais. Alors, le comité des infrastructures d'orientation, son horizon, c'est 5 ans. Donc, pour aboutir à une loi de programmation sur 5 ans, avec une logique, on a les dépenses et en face, on a les recettes. Donc, c'est pour ça que dans le rapport Duron qui a été rendu public, on a les 3 scénarios et puis on renvoie au calendrier grec un certain nombre de projets. L'autre élément que vous évoquiez qui était justement... la liaison entre les collectivités locales, on est plutôt en train de dire les lois MAPTAM et les lois NOTRe ont institutionnalisé des régions. On en a maintenant 13. Elles ont un gros travail à faire, qui est le fameux SRADET déjà évoqué ce matin. Et à côté, et elles n'ont pas forcément toutes les compétences pour le faire, donc élargissons un certain nombre de compétences. De l'autre côté, on a des agglomérations, enfin le territoire urbain, puisqu'à l'heure actuelle, dans quasiment 98% des cas, ce sont des structures intercommunales. On est encore en train de poursuivre les regroupements de communes, de communautés de communes, de communautés d'agglomération. Et donc on se retrouve déjà là avec... La zone dense, elle est dans les agglomérations et on a déjà mangé le premier périurbain, le deuxième, voire le troisième périurbain. On a fait aussi, pour un peu éclairer, parce qu'à l'UTP, on a quelques informations via un certain nombre d'enquêtes faites avec l'État, mais que l'État n'est pas forcément. On a sorti une petite note pour éclairer en disant c'est quoi les périmètres de transport urbain qui sont maintenant devenus dans la loi les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité, et de s'amuser à faire une évolution depuis les années 90. Parce que par rapport aux régions et aux départements où les territoires sont figés, nous, on a toujours des territoires qui ont bougé. Et grosso modo, là, on a une progression relativement importante d'agglomération. En termes de communes, on a quasiment doublé le nombre de communes. En termes de population, on doit être sur une dizaine d'années à plus 16% de population desservie dans les ressorts territoriaux. Et en surface, on est à 48%. Donc, à l'heure actuelle, on ne couvre pas encore les notions d'agglomération au sens de l'INSEE, puisque vous savez qu'il y a une notion qui s'appelle l'unité urbaine. Dans les grandes agglomérations, on commence à la couvrir. Mais on est déjà sur des territoires où le bus n'a plus forcément sa pertinence. On a des agglomérations où on a étendu l'agglo, absolument pas pour le transport public. Quand les communautés d'agglomération étaient créées, il y a des agglomérations qui ont bougé, c'était parce qu'on avait une usine d'incinération d'ordures ménagères. Et puis quand nous, on leur a dit, vous savez les gars, que votre périmètre, maintenant, il vaut périmètre de transport urbain. Ah bon, ça veut dire qu'il faut qu'on pousse les bus. Donc on a poussé des bus pour aller chercher quelquefois 1-2 personnes. Bon, le modèle économique, il n'est pas viable. À un moment, il y a d'autres solutions. Il y a du transport à la demande, il y a la desserte qu'on peut faire avec des partenaires, covoiturage, etc. Donc je dirais qu'il a fallu presque 10 ans pour qu'on analyse et qu'on se dise « Oh, c'était pas forcément la bonne solution ». Moi, je voudrais pas qu'on reperde 10 ans, parce qu'il y a des moments comme ça où on se rend compte que ce qu'on a écrit il y a 10 ans, il y a 15 ans, on le ressort, on met la date d'aujourd'hui, c'est quasiment pareil. Je voudrais que, effectivement, je dirais que les assises ont au moins eu l'intérêt de forcer le débat pendant 2 mois, un peu à bâton vide, puisqu'il y a eu 70 réunions, il y a eu je ne sais pas combien d'ateliers de l'innovation. Donc on a quand même fait ça pendant pas mal de temps. Qu'on arrive à un certain nombre de consensus partagés et qu'on puisse avoir une loi qui vient bâtir des choses de manière sérieuse. Alors il manque des choses et je pense que le législateur... les élus c'est nous qui les avons choisis. J'ose espérer qu'on aura des législateurs qui vont combler ces petits trous. Le lien urbanisme, des éléments de cet ordre-là qu'il faudra quand même un petit peu améliorer dans la loi.
Une question? Je la prends. Oui, une réflexion simplement. Il y a un sujet qui me paraît très important, qui n'a pas été suffisamment abordé. C'est, excusez-moi, c'est un peu connexe, c'est le télétravail. Le télétravail aujourd'hui dans notre pays est à une part complètement insignifiante. Il est beaucoup plus développé dans d'autres pays et il peut aller partout beaucoup plus loin. Imaginez demain que 15 personnes, 15%, 20%, 30% peut-être des gens qui travaillent télétravaillent. Mais vous allez désengorger complètement les transports publics. Il n'y a aucun problème. Vous allez écrêter les pointes. Le gros problème, ce sont les pointes dans le transport public. En courant de journée, ça va très bien. Donc il y a ici des investissements. Vous parlez d'investissements qui sont colossaux. Mais ces investissements ont-ils réellement un sens ? Je voudrais ajouter, pour que je suis un peu dans la science-fiction, parler d'autre chose. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, dans 5 ans, les voitures automatiques, les taxis automatiques, mais c'est pas du rêve. Allez à Las Vegas, vous verrez, elles sont là, elles sont prêtes. Vous allez donc avoir des coûts de taxi aujourd'hui qui vont diminuer. Vous savez que dans un taxi, l'essentiel du coût, c'est le chauffeur. Dans la mesure où vous ne l'avez plus, dans la mesure où avec votre téléphone, vous appelez une petite voiture, un truc automatique qui vous dépose quand vous voulez, où vous voulez, mais vous allez renverser complètement les choses. Alors moi, ce que je trouve un petit peu dommage dans ce débat, c'est qu'on se base sur des choses d'aujourd'hui, tout à fait intéressantes, extrêmement coûteuses, et je pense que l'avenir n'est peut-être pas celui auquel on pense. Voilà, c'était une réflexion, elle est peut-être un peu décalée, un peu folle, mais je pensais qu'il fallait la faire. Alors, quelques mots sur le télétravail pour apporter un retour d'expérience, parce que nous, on est très en avance sur les parts modales des différents modes de déplacement en tant qu'employeur sur la ville et la métropole de Strasbourg. La part du vélo, c'est 25% par exemple chez les agents de la ville et de leur métropole de Strasbourg. La voiture est passée en dessous et à 33%, je crois, donc qui est très réduite aussi. Et on travaille aujourd'hui justement dans le cadre de ce plan de déplacement de nos salariés, de nos agents, sur la question du télétravail. Après, il y a un potentiel qui est très fort. On a commencé à l'exploiter, mais il faut aussi être conscient, par exemple, qu'en tant qu'employeur et pour le fonctionnement d'une collectivité, on peut faire du télétravail, mais ça va être tout le monde un peu au même moment, parce qu'il faut conserver des temps où les gens sont aussi sur site et se rencontrent pour des réunions ou autres. Donc ça permet de jouer sur quelques temps, mais ça permet pas de tout lisser, mais c'est une des idées. En tout cas, il y a cette notion que vous avez donnée avant de demande, en tout cas de gérer aussi la demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vois à Strasbourg, on l'assume pas beaucoup aussi par rapport aux habitants, de dire qu'il y a des demandes de mobilité qui sont peut-être plus légitimes que d'autres, etc. Et je sais que Bordeaux, par exemple, a travaillé, ils ont fait un Grenelle des mobilités il y a je sais pas combien de temps, mais en tout cas ils ont travaillé sur cette question de la demande et de la notion de vitesse, d'apaisement, etc. et de concilier un peu ces différentes choses-là. Sur le véhicule autonome, on a accueilli à Strasbourg en juin 2017 le congrès international ITS des systèmes de transport intelligents. Donc, moi j'ai pu tester quelques véhicules, etc. Je sais que ça va très vite, mais c'est pas encore au point, et surtout ça pose une lourde question pour les territoires et pour les collectivités. C'est à quel point est-ce qu'on adapte nos villes à ça, parce que si il y a le véhicule intelligent, derrière il va y avoir la voirie intelligente, etc. et des investissements derrière, donc c'est à quel point est-ce qu'on adapte toutes nos villes à ça, et encore une fois, est-ce que c'est la solution pour tous? C'est une des solutions, mais c'est pas forcément un futur souhaitable parfois sur le plan social, même s'il peut y avoir des mutations et qu'il faut aussi les assumer, et c'est peut-être pas non plus souhaitable qu'on remplace juste tous les véhicules par des véhicules autonomes. Donc c'est une des solutions, mais moi je trouve c'est encore assez lent au final et encore peu opérable aujourd'hui, en tout cas de l'expérience que j'en ai eu, y compris immédiate en testant des véhicules. Quand par exemple on a une navette autonome sur le parc des expositions, elle roule à une vitesse, on peut le faire à pied, et alors à vélo on n'en discute même pas sur 2 ou 3 kilomètres. Je reviens sur les véhicules autonomes. Pas tellement la question de la faisabilité technique, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, plutôt la question de l'utilité. Il y a une expérience qui a été faite là à l'Université de Californie à Berkeley. Si vous faites un Google, vous allez tomber sur le rapport. On a simulé comment serait la vie avec un véhicule autonome. Grosso modo, on a mis là des types 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 à disposition d'un groupe de tests, des gens qui pouvaient simuler. Il appuyait là sur un bouton d'une appli et il y avait une bagnole qui arrivait. Pas seule, aujourd'hui elle est conduite par une personne, on s'en fout. On a payé énormément de gens pour qu'ils soient tout le
le temps disponible comme une voiture autonome. Résultat, je la fais courte, les VMT, les VKM, les kilomètres parcourus ont augmenté de 76%. Okay, parce on avait cette possibilité là. Donc, on commence à avoir de plus en plus d'expériences qui disent qui montrent que le véhicule autonome va nous permettre là de réaliser là, des rêves, d'envoyer. Pendant que moi je suis ici en train de vous parler de tout ça, il y a une bagnole qui est en train d'aller chercher mon chat, qui d'ailleurs là, ça fait une semaine que je veux le chercher là chez mon fils. Et mon fils, il habite à Paris, mais il pourrait être là à Maubeuge. Voilà. Et la bagnole qui roule et qui revient avec le chat. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le choix là, des projets. Ça, c'est exactement le type de cas dont moi je rêve aussi. Il y a quelqu'un qui arrive avec une idée super de dire on va mettre les voitures autonomes partout. Je dis ok, ça va faire quoi en termes de CO2? Ah bah ça va l'augmenter de 76%. Ok. Est-ce qu'il y a un autre projet qui réduit le CO2? Oui. Est-ce qu'il y a un autre projet qui fait plus pour la santé de nos citoyens? Oui. Ok. Alors je choisis l'autre. Ça, c'est exactement le type des pensées qui, pour moi, c'est très importante de rentrer, quand je dis c'est de la primauté là, des aspects santé, des aspects climatiques, de se poser ce type de questions chaque fois que nous serons face à une nouvelle technologie, de dire mais ça sert à quoi? Et quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que nous voulons atteindre? Permettre là, à Francisco de chercher son chat à Maubeuge ou faire face à l'urgence climatique et aux problèmes de santé de notre population? Merci à tous et on passe à la séance. Merci beaucoup Anne, merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci.